À 50 ans, mon mari a cru les mensonges de son fils et m'a jeté dehors dans la nuit glaciale. 3 heures plus tard, les policiers ont appelé. Il est entré dans ma chambre. 3 heures après que mon mari m'a jeté dehors dans la nuit glaciale, le téléphone de sa cuisine a sonné, et ce n'était pas moi à l'autre bout du fil. C'était une enquêtrice. Elle lui a dit que sa femme se reposait dans un lit médicalisé avec une grave blessure à la tête, et qu'un VUS gris avait été vu s'éloignant à toute vitesse de l'endroit où elle était tombée. Elia allait entrer dans cette chambre de convalescence en s'attendant à trouver une menteuse. Au lieu de cela, il trouverait une vérité qu'il ne s'était jamais permis d'anticiper. Mais avant tout cela, il y a eu une porte verrouillée, une lumière de Porsche qui s'éteignait, et un homme que j'avais aimé pendant 18 ans choisissant la parole de son fils plutôt que la mienne. J'avais 50 ans, debout sur mon propre Porsche dans un mince pull de laine, regardant mon mari tourner le pêne dormant de l'intérieur. La neige entrait de côté sous la lumière du Porsche, me piquant les joues, tandis que Caleb se tenait derrière lui avec la posture calme et satisfaite d'un homme qui venait de gagner une guerre dont j'ignorais l'existence. « Va-t'en, Ava » a dit Elia à travers la contre-porte, sans même l'ouvrir complètement. « Je ne veux pas te revoir tant que l'argent ne sera pas revenu. »« Tu crois vraiment que je t'ai volé ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. « Je crois mon fils. » 5 mots. 18 ans et tout se résumait à 5 mots. C'était la dernière nuit de janvier, et la température avait chuté bien en dessous de 0. Je portais un pull, un pantalon et les ballerines que je portais à la maison, rien de plus. Mon téléphone, mon portefeuille, mon manteau, même mes médicaments pour la tension artérielle étaient encore à l'intérieur, exactement là où je les avais laissés ce matin-là. Caleb avait rassemblé mes affaires dans la maison plus tôt dans la soirée et les avait enfermées dans notre chambre, disant à son père que je me préparais à m'enfuir, qu'une femme qui ne prévoyait pas de disparaître n'aurait pas besoin de son passeport à portée de main. Elia l'a cru. Il m'a donné 10 minutes pour partir et n'a pas voulu me laisser rentrer chercher mon téléphone, certain que j'utiliserais ces minutes pour effacer les preuves de quelque chose que je n'avais pas fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai dit à Elia aussi calmement que possible, mes dents commençant à claquer, que la banque enquêtait déjà sur des irrégularités sur le compte, que c'était moi qui les avais signalées. Caleb m'a interrompu avant que je finisse ma phrase. Ne la laisse pas gagner du temps, papa. Elle fait ça depuis des semaines. J'ai regardé le visage de mon mari sous la lumière du Porsche et j'ai compris à cet instant qu'il avait déjà rendu son verdict. Il ne m'avait pas posé une seule question juste. Il avait simplement prononcé une sentence et s'attendait à ce que je la purge. J'ai reculé du Porsche avant qu'il ne puisse appeler les autorités et prétendre que c'était moi qui causais du trouble. La porte s'est verrouillée derrière moi avec un son que j'ai ressenti dans ma poitrine plus que je ne l'ai entendu. Debout là, dans le froid, j'ai pensé à toutes les années qui avaient mené à ce moment. J'ai pensé à l'hiver où j'ai aidé Elia à se sortir de ses dettes après son premier divorce, à l'époque où il n'avait rien d'autre qu'un appartement en location et un fils de 14 ans qui lui parlait à peine. J'ai pensé à m'asseoir dans une salle d'attente à 2 heures du matin quand Caleb s'est cassé la jambe à 16 ans, lui tenant la main pendant qu'il pleurait, bien avant que l'un ou l'autre ne m'appelle famille d'une manière qui compte. J'ai pensé au semestre de frais de scolarité que j'ai discrètement payé pour que Caleb n'ait pas à abandonner ses études, et aux bijoux de ma mère que j'ai vendus sans le dire à Elia pour que le concessionnaire ne fasse pas faillite pendant la récession. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Un dossier de documents falsifiés et quelques phrases bien placées de Caleb avaient effacé 18 ans en une seule soirée. J'ai commencé à marcher vers la station-service à environ 1,5 km sur la route, le seul endroit que je savais encore éclairer à cette heure. Le vent transperçait mon pull comme s'il n'était pas là. Mes ballerines se sont remplies de neige dans les premiers centaines de mètres. Et je sentais mes pieds perdre leur sensibilité, cette douleur sourde se transformant en quelque chose de pire. J'ai gardé mes bras enroulés autour de moi et ma tête baissée, comptant les boîtes aux lettres pour empêcher mon esprit de s'emballer. Quelque part après la 3e ou 4e maison, j'ai entendu un moteur accélérer derrière moi. Des phares ont balayé la route, trop brillants, trop rapides pour une rue résidentielle calme à cette heure. Je me suis retourné instinctivement, un vieil instinct de mes jours d'enquêtrice financière me disant de jeter un œil au véhicule, et c'est là que mon pied a heurté une plaque de verglas. Je suis tombé lourdement, ma tempe heurtant le trottoir. La dernière chose que j'ai vue avant que le monde ne bascule et ne s'assombrisse sur les bords, était un VUS gris à l'arrêt à une courte distance, ses feux arrière brillant en rouge contre la neige qui tombait. Quelque chose dans sa forme, la bosse le long du panneau arrière,
était familier d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Même alors que je perdais connaissance, il ressemblait exactement à la voiture de Caleb. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé là, dans la neige. La dernière chose dont je me souviens est la voix d'une femme, forte de panique, criant à quelqu'un d'appeler les services d'urgence. 3 heures plus tard, le téléphone a sonné dans la cuisine de mon mari. Mais les autorités n'appelaient pas pour lui demander s'il voulait venir ramener sa femme à la maison. Elles appelaient parce qu'elles avaient besoin qu'il vienne identifier ce qui restait de l'histoire qu'il pensait connaître. Pour comprendre comment je me suis retrouvé seul sur cette route, il faut remonter 6 semaines en arrière, au jour où Caleb est arrivé à notre porte avec 2 valises et une histoire sur une entreprise technologique qui avait licencié la moitié de son personnel. Il a dit que sa petite amie l'avait quitté. Il a dit qu'il avait juste besoin de quelques mois pour se remettre sur pied. J'ai regardé le visage d'Elia quand il a demandé si son fils pouvait rester avec nous, et j'ai dit oui parce que j'aimais mon mari, et parce que je me souvenais de ce que c'était de voir quelqu'un que l'on aime en difficulté sans que personne ne le rattrape. Je ne savais pas encore que c'était moi qui serais prise au piège. Dès les 2 premières semaines, j'ai remarqué des choses. Caleb prenait des appels téléphoniques dans le jardin, faisant les 100 pas, sa voix baissant chaque fois que je m'approchais d'une fenêtre. Il a demandé plus d'une fois, de cette manière désinvolte que les gens utilisent quand ils tâtent le terrain, ce que la maison pourrait valoir si nous la vendions un jour. Je l'ai trouvé dans le bureau d'Elia plus d'une fois, feuilletant des dossiers qui n'avaient rien à voir avec lui. Il a suggéré, gentiment d'abord, puis moins gentiment, que son père devrait ajouter son nom à l'acte de propriété au cas où quelque chose arriverait. Il a dit à Elia, quand il pensait que je n'écoutais pas, que j'étais devenu autoritaire au fil des ans, que j'aimais garder mon mari dépendant de moi. J'ai passé 11 ans à enquêter sur des demandes d'assurance suspectes avant de devenir consultante en risque, et les vieux instincts ne s'effacent pas. J'ai commencé à remarquer le genre de détails qui constituaient autrefois un dossier. Un courriel de la banque montrant une connexion depuis un appareil inconnu. Une demande de virement de 85 000 $ vers un compte lié à une société écran dont je n'avais jamais entendu parler. Une photocopie de la signature d'Elia dans le bac de l'imprimante, répétée plusieurs fois comme un devoir. Une application de montage audio installée sur l'ordinateur portable de Caleb qui n'avait rien à y faire. Des paiements sortant vers un site de paris risqué depuis un compte enregistré au nom du concessionnaire d'Elia. Je ne l'ai pas confronté. La confrontation, d'après mon expérience, n'apprend à un menteur qu'à mieux se cacher. Au lieu de cela, j'ai discrètement signalé les irrégularités au service de sécurité de la banque. J'ai photographié l'historique des appareils avant qu'ils ne puissent être effacés. J'ai appelé l'enquêtrice Naomi Price, quelqu'un avec qui j'avais travaillé des années plus tôt, et je lui ai demandé officieusement ce que je devais documenter. J'ai apporté des copies de tout à Linda Chen, mon avocate depuis près de 2 décennies, et je lui ai demandé de garder l'enquête discrète pour que Caleb n'ait pas la chance de détruire ce que j'avais trouvé. Ce que je n'avais pas prévu, c'est la rapidité avec laquelle il remarquerait que je l'observais. Caleb a réalisé que je montais quelque chose contre lui, et plutôt que de fuir, il a décidé de prendre les devants. Il a construit sa propre histoire, et il l'a bien construite. Il a créé un faux courriel fait pour ressembler à un des miens et l'a envoyé à un courtier immobilier local pour s'enquérir d'une vente rapide. Il a imprimé un projet de contrat avec mon nom tapé en bas. Il a pris une capture d'écran de la demande de virement en attente et l'a recadrée pour qu'elle ressemble à une transaction terminée plutôt qu'à une demande encore bloquée dans la file d'attente de vérification de la banque. Il a pris la montre de mon beau-père dans la boîte de ma commode, une montre que j'avais envoyée en réparation 3 semaines plus tôt avec un reçu dans un tiroir de mon bureau pour le prouver, et a laissé l'étui vide pour qu'Elia le trouve. Le pire, c'était l'enregistrement. J'avais eu un appel téléphonique avec Linda pour mettre en place une procuration médicale claire au cas où Elia aurait un autre malaise comme celui qu'il avait envoyé aux urgences ce printemps-là. Ce que j'avais réellement dit était, si Elia devient incapable de prendre des décisions pour lui-même à cause d'un AVC, nous avons besoin d'une procuration médicale claire en place. Caleb l'a passé dans une sorte de logiciel de montage et l'a réduit à 11 mots, Elia n'aura plus le droit de décider. Nous avons besoin d'une procuration. Dépourvu de contexte, cela sonnait comme une femme complotant pour prendre le contrôle de la vie de son mari. Caleb a présenté ce mensonge à son père par morceaux, jamais tout d'un coup, toujours à des moments où Elia était fatiguée ou vulnérable. « Je ne veux pas briser votre mariage, papa, disait-il, d'une voix douce et réticente comme un fils forcé dans un rôle non désiré. Mais peut-être qu'elle prévoyait de partir depuis un moment. Il savait exactement sur quelle blessure appuyer.
La première femme d'Elia avait vidé un compte joint et avait disparu avec un autre homme des années avant que je n'entre en scène. Et Elia ne s'était jamais complètement remis de ne pas avoir vu les signes. Caleb a utilisé cette vieille cicatrice comme un levier. « Tu ne l'as pas vu venir la dernière fois ?» a-t-il dit à son père un soir alors que j'étais à l'étage et que je ne pouvais pas entendre les mots exacts, seulement le ton. Je ne veux juste pas que ça se reproduise. La nuit où tout a éclaté, Caleb a étalé le dossier sur notre table de cuisine comme un procureur présentant sa plaidoirie finale. Elia m'a confronté, mais il ne m'a pas laissé voir le contenu complet, seulement les morceaux que Caleb voulait qu'il voie. J'ai essayé d'expliquer que c'était moi qui avais signalé l'activité bancaire en premier lieu. Caleb n'a pas manqué une occasion. Bien sûr, elle dirait ça. La personne qui se fait prendre prétend toujours être celle qui l'a découvert. Elia a demandé à propos du contrat de vente. Je lui ai dit honnêtement que la maison ne pouvait pas être vendue sans ma signature. Caleb a transformé mes propres mots en armes. Tu entends ça, papa? Elle vient de dire que la maison est à elle. C'est à ce moment-là qu'Elia a appris pour la première fois de notre mariage que son nom n'avait jamais été sur l'acte de propriété. Son visage a changé, pas de colère exactement, quelque chose de plus proche de l'humiliation, la piqûre particulière d'apprendre quelque chose devant son propre enfant qu'on aurait dû savoir depuis des années. J'ai essayé d'expliquer la chronologie, que j'avais acheté la maison avant notre mariage, que cela n'avait rien à voir avec la confiance ou le manque de confiance. Il ne m'écoutait plus. Il entendait 18 ans réarrangé en une histoire où il était le dindon de la farce. Ce qui me reste le plus en mémoire en repensant à cette table de cuisine, ce n'est pas le visage d'Elia. C'est celui de Caleb, dans la demi-seconde avant que son père ne se tourne vers lui pour confirmation. Pas de la colère. De la peur. Je l'ai compris clairement seulement après être déjà allongé dans la neige. Caleb n'avait pas simplement voulu que je quitte la maison cette nuit-là. Il avait besoin que je sois loin de mon téléphone et de mon ordinateur avant que ce qu'il avait prévu ne puisse se dérouler sans interférence. La femme qui m'a trouvé s'appelait Marianne Foster, une infirmière à la retraite de 62 ans qui rentrait de chez sa sœur lorsque ses phares ont éclairé quelque chose de sombre contre l'accotement blanc de la route. Elle m'a dit plus tard qu'elle m'avait presque prise pour une branche tombée, que c'était seulement la forme d'un bras contre la neige qui l'avait fait ralentir. Elle s'est arrêtée sur le côté. Elle a appelé à l'aide avant même de sortir de la voiture. Elle gardait une couverture de survie dans son coffre, du genre de celle qu'elle transportait depuis 30 ans par vieille habitude d'infirmière, et elle m'a enveloppé dedans en attendant l'ambulance, me parlant tout le temps même si je ne pouvais pas lui répondre. Elle a remarqué un VUS gris s'éloigner de la zone, ses feux arrière disparaissant au coin de la rue sans s'arrêter, et un instinct lui a dit de mémoriser une partie de la plaque d'immatriculation avant qu'elle ne disparaisse. Elle l'a écrite sur sa paume avec un stylo parce qu'elle ne se faisait pas confiance pour s'en souvenir autrement. Au centre médical Sainte-Catherine, le docteur Samuel Reed m'a traité pour une hypothermie sévère, un traumatisme crânien, une blessure à la tempe qui nécessitait un bandage, et un rythme cardiaque irrégulier provoqué par le froid et le stress sur mon système. Il voulait me garder sous surveillance pendant plusieurs heures avant d'envisager de me laisser sortir. Je me souviens d'avoir refait surface lentement, les lumières fluorescentes trop vives, le bip d'un moniteur rythmant mon pouls, et la première pensée cohérente que j'ai eue a été de demander l'heure qu'il était. La seconde a été de demander à quelqu'un d'appeler l'enquêtrice Naomi Price. Naomi est arrivée dans l'heure. Elle m'a reconnu immédiatement. Nous avions travaillé sur la même affaire de fraude financière des années plus tôt, à l'époque où je portais encore des accréditations au lieu de facturer des honoraires de consultation. Elle ne m'a pas prise dans ses bras ni ne s'est agitée autour de moi. Elle a tiré une chaise à côté du lit et m'a demandé de tout lui raconter dans l'ordre, en commençant par le moment où Elia a verrouillé la porte. Je lui ai dit qu'Elia m'avait mise dehors. Que Caleb avait pris mon téléphone. Que le véhicule sur les lieux aurait pu être celui de Caleb. Que Caleb savait que je travaillais discrètement avec le service de sécurité de la banque, ce qui signifiait qu'il avait une raison de vouloir m'isoler cette nuit-là. Naomi n'a pas sauté aux conclusions. Elle m'a dit clairement qu'il était tout à fait possible que le VUS près de l'incident soit une coïncidence, que le deuil et la peur ont une façon de faire voir aux gens une intention là où il n'y a que de la malchance. Mais le fait que le véhicule de Caleb ait été à proximité, et que celui qui conduisait ne se soit pas arrêté pour une femme allongée inconsciente dans la neige, était quelque chose qui devait être examiné, peu importe l'intention. Les preuves ont commencé à arriver rapidement après cela. Marianne a fourni le numéro de plaque partielle de mémoire.
Les images de la station-service au bout de la rue montraient un VUS gris correspondant à celui de Caleb passant quelques minutes après mon départ de la maison. Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation ont confirmé que le véhicule avait fait le tour du quartier avant de repartir. La banque a appelé pour signaler que quelqu'un venait de tenter de se connecter au compte signalé et d'annuler complètement l'enquête. La connexion a été tracée jusqu'à un appareil enregistré au nom de Caleb. Avec le risque que des preuves puissent être supprimées à tout moment, les autorités ont agi rapidement pour obtenir une ordonnance d'urgence pour ces appareils. Naomi a appelé Elia elle-même. Je ne pouvais entendre que sa partie de la conversation depuis le lit de convalescence, mais c'était court, délibéré. Monsieur Morgan, ici l'enquêtrice Naomi Price. Votre femme est au centre médical Sainte-Catherine. J'ai entendu la petite panique à travers le téléphone même à quelques mètres de distance. L'hôpital. Que s'est-il passé? Elle a été retrouvée inconsciente sur le bord de la route, souffrant d'une grave hypothermie. Vous devez venir maintenant. Il a demandé, apparemment, si je prenais des mesures légales contre lui. La réponse de Naomi fut sèche. Vous devriez vous inquiéter de savoir si elle passera la nuit en toute sécurité. Caleb a essayé de l'empêcher de partir. Je n'ai appris les détails qu'après, mais Elia m'a dit que Caleb avait soutenu que je mettais tout en scène, que je m'étais délibérément mis en danger pour le faire culpabiliser, que les policiers essayaient peut-être de le piéger pour qu'il s'incrimine. Et qu'il devrait appeler un avocat avant d'aller où que ce soit. Elia a dit que quelque chose dans le ton de Caleb cette nuit-là l'a finalement frappé comme étant faux, trop calculé, trop répété pour un fils inquiet pour son père. Comment sais-tu même que ta belle-mère a eu un accident, lui a demandé Elia. Caleb a hésité, puis a prétendu l'avoir entendu pendant l'appel téléphonique. Mais Naomi n'avait jamais utilisé le mot accident. Elia est arrivé au centre médical peu de temps après. En s'approchant de ma chambre, il a vu 2 policiers se tenir à l'extérieur, un représentant du service de sécurité de la banque, et Linda Chen, mon avocate, déjà assise près du poste des infirmières avec un dossier sur ses genoux. Sur une petite table près de la porte se trouvait la montre de son père, scellée dans un sac de preuves transparent. Il est entré lentement. Il m'a regardé, le bandage blanc sur ma tempe, ma peau encore pâle à cause du froid, la perfusion scotchée au dos de ma main, et quelque chose sur son visage s'est fissuré. Puis Naomi s'est avancée et a placé une image fixe imprimée de la caméra de la station-service sur la table devant lui. Elia a baissé les yeux sur l'image, sur le conducteur au volant du VUS gris. Son visage est devenu de la couleur de la neige à l'extérieur de la fenêtre. Non, a-t-il dit si doucement que je l'ai à peine entendu. Ça ne peut pas arriver. Elia est resté figé dans l'embrasure de la porte pendant ce qui a semblé une minute entière avant de se forcer à marcher vers le lit. Je l'ai regardé faire l'inventaire de moi, de la façon dont on évalue les dégâts après une tempête. Le bandage sur ma tempe, la pâleur de ma peau, la ligne de perfusion scotchée au dos de ma main, le sac d'hôpital en plastique sur la chaise contenant mon pull trempé et ruiné. Il a remarqué mes pieds en dernier, les légères gelures le long de mes orteils, et quelque chose dans son expression s'est effondré quand il a compris ce que cela signifiait. Il m'avait envoyé dehors dans un blizzard sans manteau, sans chaussures adaptées au temps, sans même mon téléphone pour appeler à l'aide. Ava, a-t-il dit. Je ne savais pas. Tu savais qu'il neigeait, ai-je dit. J'ai gardé ma voix égale. Il ne servait à rien de l'élever. Certaines vérités frappent plus fort lorsqu'elles sont dites calmement. Naomi s'est approchée et a de nouveau brandi l'image fixe imprimée, expliquant à Elia ce qu'elle montrait réellement, le VUS de Caleb près de l'endroit où j'étais tombé, horodaté quelques minutes seulement après mon départ de la maison. Elle était prudente, professionnelle, ne voulant pas exagérer ce que la photo pouvait et ne pouvait pas prouver. Cela ne montrait pas l'intention. Cela ne prouvait pas qu'il avait l'intention de me faire sortir de la route. Mais cela prouvait qu'il avait été là. Cela prouvait qu'il m'avait vu. Cela prouvait qu'il ne s'était pas arrêté, n'avait pas appelé à l'aide, et était rentré chez lui après et avait dit à son père qu'il n'avait jamais quitté le salon. Elia a secoué la tête presque par réflexe. Caleb était à la maison avec moi. Naomi a disposé les données du lecteur de plaques à côté de la photographie, les horodatages s'alignant comme un registre qui ne laissait aucune place à la discussion. J'ai regardé la certitude de mon mari se fissurer en temps réel, je l'ai regardé arriver lentement et contre tout ce qu'il voulait croire à la même conclusion qu'il avait prononcée dans l'embrasure de la porte. Non, a-t-il répété. Ça ne peut pas arriver. Puis ce fut au tour de Linda. Elle a expliqué,
du ton calme et posé qu'elle utilisait avec les jurys, que j'avais envoyé la montre du père d'Elia en réparation 3 semaines auparavant. Elle avait le reçu. La bijouterie avait des images de surveillance du dépôt, horodatées et datées avec ma signature sur le formulaire d'admission. Caleb, a-t-elle expliqué, était allé à la boutique par la suite et l'avait récupérée sous de faux prétextes, prétendant la récupérer au nom de son père. Il avait laissé la boîte vide dans mon tiroir pour que quelqu'un la trouve au moment opportun. Les policiers avaient depuis retrouvé la montre elle-même, cachée dans un compartiment sous le siège conducteur de la voiture de Caleb. J'ai vu quelque chose changer derrière les yeux d'Elia. Le dossier que Caleb avait monté n'était pas une preuve. C'était un décor de théâtre. Le représentant de la banque a parlé ensuite, exposant la transaction que Caleb avait utilisée comme pièce maîtresse. Je n'avais pas retiré 85 000 $. J'avais signalé la demande suspecte moi-même des jours avant qu'Elia ne voie une capture d'écran imprimée. Le virement provenait de l'ancienne tablette d'Elia, un appareil qu'il utilisait rarement. Le code de vérification destiné à confirmer la transaction avait été redirigé vers un numéro de téléphone prépayé lié à Caleb. Le compte bénéficiaire appartenait à une SARL que Caleb avait enregistrée en utilisant le nom d'un vieil ami pour ne pas faire apparaître le sien sur les papiers. Elia ne pouvait plus me regarder directement. Il gardait les yeux sur le dossier que Linda avait apporté, comme si le fait de le fixer pouvait réarranger les faits pour leur redonner la forme qu'il avait crue ce matin-là. Il a tenté faiblement d'expliquer que les preuves de Caleb avaient semblé convaincantes à l'époque. Il a dit qu'il avait seulement voulu que je parte une nuit. Il a dit qu'il avait prévu de venir me chercher lui-même le matin. Je lui ai posé la seule question qui comptait. Tu as éteint la lumière du Porsche alors que j'étais encore dessus. Où exactement pensais-tu que j'étais censé aller? Il n'avait pas de réponse à cela. Je n'en attendais pas. Je veux être honnête sur quelque chose ici parce que je pense que c'est plus important que le drame de la révélation elle-même. Je ne lui ai pas pardonné dans cette pièce. Je n'ai pas ressenti une vague de soulagement emporter la colère simplement parce que la vérité avait finalement éclaté. Caleb a construit le mensonge, oui. Mais c'était la main d'Elia sur le pen dormant. C'est Elia qui a choisi de ne pas me poser une seule question avant de porter un jugement. Je lui ai dit cela, simplement, sans élever la voix. Caleb a construit le mensonge, mais c'est toi qui as ouvert la porte et m'as poussé dedans. Il n'a pas non plus eu de réponse à cela. Certains silences en disent plus que n'importe quelle excuse. Le téléphone de Naomi a sonné avant que le moment ne puisse s'éterniser. Elle s'est éloignée de quelques pas pour prendre l'appel, son expression se durcissant en écoutant. Quand elle est revenue, elle nous a dit que l'équipe de perquisition avait fouillé la chambre de Caleb à la maison. Ce qu'ils ont trouvé dépassait tout ce que nous avions prévu. Une copie de l'acte de propriété de notre maison, mon nom encerclé au stylo comme un problème à résoudre. Des feuilles de papier couvertes de la signature d'Elia, répétées encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit presque convaincante. Un projet de contrat transférant la propriété de la maison au nom de Caleb. Un courriel non envoyé à une société de prêt encore dans le dossier des brouillons. Et sous tout cela, une police d'assurance vie de 750 000 $ nouvellement émise sur la vie d'Elia. Le seul bénéficiaire était Caleb. La signature d'Elia était également sur cette police. Elle était falsifiée, comme tout le reste. Naomi nous a exposé la situation méthodiquement, comme elle a dû le faire pour une centaine de cas avant le mien, en prenant soin de ne pas spéculer au-delà de ce que les preuves soutenaient réellement. Caleb n'avait pas seulement cherché à voler 85 000 $. Ce chiffre n'était que le premier coup. Le plan, une fois que l'on voyait toutes ces pièces alignées, comportait 4 étapes. Premièrement, convaincre Elia que c'était moi qui le trahissais. Deuxièmement, me faire sortir de la maison et me couper l'accès à mon téléphone et à mon ordinateur avant que je ne puisse intervenir. Troisièmement, persuader Elia de lui céder une procuration financière, présentée comme un moyen de se protéger d'une femme en qui on ne pouvait plus avoir confiance. Quatrièmement, utiliser cette autorité pour emprunter lourdement contre la maison et le concessionnaire. Ce que Caleb n'avait pas prévu, c'était le terrain sur lequel il pensait se tenir. La maison n'a jamais appartenu à Elia pour qu'il puisse l'hypothéquer. Je l'avais achetée en 2002, des années avant qu'Elia et moi ne nous rencontrions, et seul mon nom restait sur l'acte de propriété. Les capitaux propres qu'Elia avait apportés au fil des ans existaient en vertu d'un accord financier distinct que Linda avait rédigé au début de notre mariage, nous protégeant tous les deux. Le concessionnaire avait une dette que j'avais garantie sous condition, et Linda avait déjà préparé des documents pour révoquer cette garantie dès que la tromperie serait confirmée.
Caleb avait construit un plan élaboré sur une fondation qui ne lui avait jamais appartenu. Naomi a passé l'enregistrement complet et non modifié de mon appel avec Linda, celui que Caleb avait réduit à 11 mots accablants. Dans l'original, je parlais de mettre en place une procuration médicale claire après le malaise d'Elia ce printemps-là. Je veux qu'Elia continue de prendre ses propres décisions aussi longtemps que possible, disait ma voix enregistrée. La procuration ne devrait prendre effet que s'il perd la capacité de penser clairement par lui-même. Caleb avait entièrement coupé la première moitié, ne laissant qu'une phrase qui sonnait comme une femme complotant pour dépouiller son mari de ses droits. Entendre la version complète rejouée de ma propre voix dans cette pièce stérile était une sorte de justification en soi. Ce n'était pas un sentiment de triomphe. C'était un sentiment d'épuisement. Le tableau financier qui a émergé de la perquisition était stupéfiant. Caleb devait plus de 140 000 $ répartis entre 3 prêteurs privés qui n'offraient pas le genre de patience que les banques accordent. Il avait utilisé des documents du concessionnaire comme garantie sans la connaissance d'Elia. Un prêteur lui avait donné une semaine pour produire 60 000 $ ou faire face à des conséquences qu'il ne voulait clairement pas décrire aux autorités. Il croyait, avec le genre de logique désespérée que la dette produit, que l'hypothèque de notre maison résoudrait tout. Il y avait du ressentiment mêlé au désespoir, aussi. 3 mois plus tôt, j'avais refusé de lui donner de l'argent pour couvrir une dette de jeu. Je lui avais dit calmement que je paierais pour un traitement, pour un vrai programme, mais que je ne financerais pas l'habitude elle-même. Je paierai pour que tu te fasses aider, avais-je dit. Je ne paierai pas pour que tu continues à parier. Il a dit à son père par la suite que je le détestais, que je voulais qu'il quitte complètement la famille. Ce n'était pas vrai, mais c'était utile. Et Caleb n'avait jamais hésité à utiliser tout ce qui était utile. Assise dans ce lit, je me suis retrouvé à rappeler à Elia des années de signes avant-coureurs qu'il avait choisi d'expliquer autrement. Caleb prenant la carte de crédit de son père sans demander, mentant sur l'obtention de son diplôme, empruntant de l'argent à sa tante puis le niant en face. Un incident de conduite en état d'ivresse qu'Elia avait discrètement payé pour régler plutôt que de laisser son fils faire face à de réelles conséquences. Tu n'as pas protégé Caleb, lui ai-je dit. Tu lui as appris que chaque conséquence pouvait être payée par son père. J'ai vu que cela l'avait frappé plus durement que tout ce que j'avais dit toute la nuit. Plus durement que les signatures falsifiées. Plus durement que la police d'assurance. Un homme peut absorber des preuves de mauvaise action plus facilement qu'il ne peut absorber l'idée qu'il a construit la personne capable de les commettre. Linda a sorti l'acte de propriété pour régler la dernière parcelle de confusion. J'avais acheté la maison en 2002. Elia a emménagé en 2007. Nous nous sommes mariés en 2008. Son nom n'a jamais été ajouté, non par secret, mais parce qu'il réglait encore des obligations financières de son premier divorce lorsque nous nous sommes mariés, et le moment n'a jamais semblé assez important pour y revenir. J'avais un jour suggéré de rédiger un droit viager de résidence pour lui, garantissant qu'il ne perdrait jamais sa maison quoi qu'il arrive entre nous. Les papiers sont restés non signés pendant des années parce qu'il n'arrêtait pas de reporter. Je n'avais pas utilisé la maison comme un moyen de pression ou comme une arme. Je l'avais utilisée discrètement comme le seul morceau de terrain sous mes pieds que personne ne pouvait prendre. J'ai pris quelques décisions cette nuit-là, et je les ai exprimées clairement, sans les adoucir pour le confort de quiconque. Elia ne rentrerait pas à la maison tant que l'enquête serait en cours. Il ne pourrait récupérer ses effets personnels qu'en présence d'un policier. Caleb était interdit d'accès à la propriété. Je commencerai le processus de révocation de ma garantie sur les dettes entachées du concessionnaire, et le mariage lui-même. Cette décision ne serait pas prise ce soir sous des lumières fluorescentes avec des points de suture encore frais sur mon cuir chevelu. Elia m'a demandé doucement de ne pas mettre fin à notre relation. Tu as mis fin à mon sentiment de sécurité au moment où tu as verrouillé cette porte, lui ai-je dit. Tout ce qui suit, c'est à moi de le décider en temps voulu. Naomi est revenue dans la pièce avant qu'il ne puisse répondre, son expression plus tendue que je ne l'avais vue de toute la nuit. Caleb, a-t-elle dit, était retourné à la maison. Les images de la caméra de la sonnette le montraient dans le garage utilisant des accélérants, tentant de détruire une boîte de documents dans un bac en métal. Les policiers étaient déjà en route. Le visage d'Elia a perdu la couleur que les lumières de l'hôpital lui avaient laissée. Son fils n'essayait plus simplement d'effacer des preuves. Il était prêt à ruiner la maison elle-même dans le même souffle qu'il avait un jour prétendu qu'il essayait seulement de protéger. Les autorités sont arrivées à la maison avant que le feu dans le garage ne puisse se propager au-delà du bac en métal que Caleb utilisait.
Ce qu'ils y ont trouvé a comblé les dernières lacunes de l'affaire, des liquides inflammables, des copies déchirées de relevés bancaires, un ordinateur portable avec son écran brisé comme s'il avait essayé de le casser à main nue. Un téléphone prépayé. Le faux contrat de transfert de propriété de la maison. Des SMS menaçant d'au moins un de ses prêteurs, du genre qui indiquait clairement que sa semaine pour produire 60 000 $ était déjà écoulée. Caleb a été placé en garde à vue cette nuit-là. Les charges légales qui ont suivi étaient sérieuses, bien que prudentes: fausse identité, falsification de documents, accès non autorisé à des comptes financiers, altération de preuves et dommages matériels graves. Naomi a été honnête avec nous à propos de l'incident sur la route. Les images montraient Caleb ralentissant près de l'endroit où j'étais tombé et continuant sa route, ce qui soutenait une accusation de délit de fuite, mais il n'y avait pas assez de preuves pour prouver qu'il avait délibérément essayé de me faire du mal. J'ai apprécié cette honnêteté plus que je ne saurais le dire. Il aurait été facile que l'histoire bascule vers quelque chose de plus net et de plus satisfaisant, Caleb comme quelqu'un essayant activement de mettre fin à mes jours, mais ce n'est pas ce que les preuves montraient. Et je ne voulais pas d'une version de la vérité déformée au-delà de ce qui s'était réellement passé. J'ai été libéré du centre médical 2 jours plus tard, encore faible, me déplaçant encore prudemment à cause du bandage sur ma tempe. Elia et moi avons tous deux assisté à l'audience initiale de Caleb, assis à plusieurs rangs de distance dans une salle d'audience qui sentait le vieux cirage à bois et la nervosité. Caleb paraissait plus petit que dans mon souvenir, dépouillé de l'assurance qu'il portait toujours comme une seconde peau. Il a d'abord parlé à son père, la voix basse, urgente. « J'ai fait tout ça pour te protéger d'elle. » La réponse d'Elia est sortie sèche. « En la laissant ne pas s'en sortir dans la neige ?» Caleb l'a nié immédiatement, insistant sur le fait qu'il m'avait seulement suivi pour s'assurer que je quittais le quartier, rien de plus. Naomi nous avait déjà montré les images de sa voiture ralentissant en passant à côté de moi sur la route, puis continuant sans s'arrêter. Il n'avait pas de réponse pour cet horodatage, et pendant un instant, son sang-froid s'est suffisamment effrité pour que je voie brièvement l'homme effrayé sous le masque. Il s'est tourné vers moi ensuite, une partie de l'ancienne froideur revenant sur son visage. Cette maison était censée appartenir à cette famille. J'ai été ta famille pendant 18 ans, lui ai-je dit. Tu ne t'es souvenu de ce mot que lorsque tu voulais quelque chose de cette famille. Elia a fait face à son propre jugement dans le couloir du tribunal par la suite. Caleb, ayant une dernière chance avant d'être emmené, a supplié son père de payer sa caution comme il avait couvert chaque conséquence auparavant. C'était, à sa manière, le test final de tout ce que j'avais dit à Elia dans cette pièce. Pour la première fois en 18 ans, il a dit non. Tu dois faire face à ce que tu as fait, a-t-il dit à son fils. Le sang-froid de Caleb s'est alors complètement brisé, et il a reporté la faute sur les autres, m'accusant de lui avoir pris son père. La réponse d'Elia m'a surprise plus que tout ce jour-là. Non, a-t-il dit. C'est toi qui m'as montré l'homme que je m'étais laissé devenir. Ce n'était pas le pardon. Pas pour moi, pas encore. Mais c'était le premier vrai signe d'un homme commençant à prendre la responsabilité de la forme de ses propres choix plutôt que de refiler la facture à quelqu'un d'autre comme il l'avait toujours fait. Linda a passé les semaines suivantes à démêler le gâchis financier. Caleb n'avait aucun droit légal sur la maison. Cela n'avait jamais été remis en question, mais cela a été formellement et définitivement confirmé. Son nom a été retiré en tant que bénéficiaire de tous les comptes et fiducies liés à Elia. Je n'avais aucune responsabilité pour les dettes qu'il avait accumulées en utilisant le nom du concessionnaire. L'entreprise elle-même aurait besoin d'une restructuration, mais Linda l'avait en grande partie protégé des faux documents avant que de réels dommages ne soient causés. Mes propres actifs, y compris la maison, restaient entièrement séparés et intacts. La question plus large, ce qu'il advenait de mon mariage, a pris plus de temps à trouver une réponse. Elia a demandé à rentrer à la maison, à recommencer, à essayer de reconstruire ce que 18 ans n'avaient apparemment pas suffi à protéger. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, quelques jours plus tard, je lui ai remis une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un accord de séparation de corps, un arrangement temporaire pour diviser nos biens, une liste de ce qu'il pouvait prendre de la maison, et, glisser derrière les documents juridiques, des informations pour un bail de 6 mois sur un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le premier mois était déjà payé pour qu'il ne se retrouve pas sans un toit au-dessus de sa tête en plein hiver, peu importe ce qu'il m'avait fait. Il a regardé le dossier pendant un long moment avant de parler. « Je ne veux pas que tu t'éteignes dans le froid, lui ai-je dit.
c'est la différence entre nous. Je le disais comme un simple fait, pas comme une démonstration de vertu. Certaines personnes confondent la miséricorde avec la faiblesse. Je n'ai jamais cru que les deux étaient la même chose. Il a de nouveau baissé les yeux sur les papiers de séparation, et je l'ai regardé chercher quelque chose à dire qui pourrait changer l'issue. Y a-t-il une chance pour nous, a-t-il finalement demandé. Pas pour le mariage que nous avions, lui ai-je dit. Je n'en ai pas dit plus. Je n'avais pas encore décidé si quelque chose d'autre pourrait exister de l'autre côté de ce que nous avions tous deux survécu, et je n'allais pas fabriquer de faux espoirs juste pour adoucir le moment pour lui. Certaines portes se ferment définitivement. D'autres ont simplement besoin de temps avant que vous ne sachiez devant quel type de porte vous vous tenez. 6 mois se sont écoulés avant que les dernières pièces de cet hiver ne se mettent finalement en place. Caleb a accepté un accord avec l'État plutôt que de risquer d'affronter un jury. Il a été condamné à une peine de prison obligatoire dans un établissement, ainsi qu'à une surveillance financière et à une ordonnance de remboursement qui le suivrait pendant des années. Dans le cadre de sa peine, il a intégré un programme obligatoire de traitement de la dépendance aux jeux à l'intérieur de l'établissement. L'incident sur la route n'est jamais devenu une accusation formelle en soi, il n'y avait pas assez de preuves pour prouver l'intention de nuire, mais sa décision de me laisser inconsciente dans la neige plutôt que de s'arrêter a été formellement notée dans le dossier. Une marque permanente sur l'histoire de qui il avait choisi d'être. Cette nuit-là, Elia a vendu sa participation dans le concessionnaire pour régler les dettes légitimes que le stratagème de Caleb avait laissées derrière lui, et il a commencé à vivre plus simplement qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il a commencé à assister à un groupe de soutien pour les parents d'enfants adultes aux prises avec de mauvaises habitudes, quelque chose que je n'attendais pas de lui mais que j'étais discrètement heureuse d'apprendre. Notre divorce a été prononcé au début de l'été. J'ai pris ma propre décision concernant la maison peu de temps après. Je ne l'ai pas donnée à une œuvre de charité dans un grand geste comme le font parfois les histoires de ce genre. Je ne suis pas intéressé à jouer une générosité que je ne ressens pas pleinement. Au lieu de cela, je l'ai vendue. Je ne pouvais pas m'imaginer continuer à vivre à l'endroit où mon propre mari m'avait enfermé dehors dans un blizzard, peu importe le nombre de bonnes années qui s'y étaient déroulées avant cette nuit-là. Avec une partie des profits, j'ai acheté une plus petite maison près du lac Erie, assez proche pour entendre l'eau certains matins quand le vent était favorable. Avec une autre partie, j'ai créé un fonds d'aide juridique pour les femmes de plus de 45 ans confrontées à la manipulation financière au sein de leur mariage. Des femmes qui découvrent souvent, comme moi, que les personnes qui sont censées les protéger peuvent tout aussi facilement devenir celles dont il faut se protéger. J'ai nommé le fonds d'après ma mère, pas d'après moi-même. C'est elle qui m'a appris, bien avant que tout cela n'arrive, que la dignité n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin d'un public. Elle a juste besoin d'être vraie. Elia est venu me voir à la nouvelle maison une fois vers la fin de cet été pour rendre un vieux jeu de clés qui n'ouvrait plus rien de ce qui m'appartenait. Il est resté sur le porche un instant avant que je ne l'invite à entrer, et j'ai remarqué qu'il n'a pas essayé de franchir cette ligne invisible comme il l'aurait fait autrefois. Je pensais que t'enfermer dehors cette nuit-là protégeait notre famille, a-t-il dit. La famille n'a pas besoin d'être protégée de la vérité, lui ai-je répondu. Il s'est excusé pour plus que le simple fait d'avoir cru Caleb. Il s'est excusé de ne pas m'avoir posé une seule question avant de se faire une opinion. De ne pas avoir fait confiance à 18 ans d'histoire plutôt qu'à un dossier rempli de mensonges. D'avoir choisi son propre confort cette nuit-là au lieu de ma sécurité. D'avoir utilisé une tempête de neige comme une punition. J'ai accepté ses excuses. Je veux être honnête à ce sujet parce que je pense que c'est important. Accepter des excuses n'est pas la même chose que d'inviter quelqu'un à revenir dans sa vie. Je le lui ai dit. Le pardon ne vient pas avec une clé, ai-je dit. Il a hoché la tête comme s'il comprenait, puis il est parti. Je l'ai regardé retourner à sa voiture depuis la fenêtre, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir après tout ça. Pas du triomphe, pas même vraiment du soulagement, juste du calme. Le genre de calme qui ne vient qu'après une longue période de n'en avoir eu aucun. Ce soir-là, la neige a recommencé à tomber, légère et sans hâte, se déposant sur la nouvelle allée comme elle s'était déposée sur l'ancienne 6 mois plus tôt. Mais cette fois était différente, et j'ai remarqué chaque parcelle de la différence. J'avais un manteau chaud. Mon téléphone était dans ma poche, entièrement chargé, à moi de l'utiliser comme je le voulais. Mes clés étaient dans ma main, pas enfermées dans la décision de quelqu'un d'autre. C'est moi qui déciderais ce soir et chaque nuit suivante si cette porte resterait ouverte ou fermée. Marianne,
La femme qui m'a trouvé dans la neige cette nuit-là et qui n'a jamais rien demandé en retour, est passée dîner avec quelques-uns de mes amis. J'ai ouvert la porte et les ai fait entrer pour les mettre à l'abri du froid, le son de leur rire remplissant une maison qui n'avait jamais appartenu à personne d'autre qu'à moi. Il y a 6 mois, une porte s'est fermée derrière moi par la nuit la plus froide de l'hiver. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là que le son de cette serrure qui se tournait était le son de ma vie qui s'effondrait. J'avais tort. C'était le son d'une prison qui s'ouvrait. Elia a cru les mensonges de son fils et m'a mise à la porte de ma propre maison. Il a fallu les autorités, un lit médicalisé et une pile de documents falsifiés pour lui montrer la vérité. Mais la vérité qui comptait le plus pour moi n'a jamais été écrite sur aucun de ces papiers. Je n'ai pas besoin d'un homme qui ne me croit qu'une fois que les preuves ont été étalées devant lui. J'ai besoin de quelqu'un qui croyait en qui j'étais bien avant que toute preuve ne devienne nécessaire. Dehors, la neige continuait de tomber sur le nouveau chemin menant à ma porte. J'ai posé ma main contre le cadre, écouté mes amis rire derrière moi, et je l'ai verrouillé, non pas pour tenir quiconque à l'écart, mais pour protéger la paix qui vivait enfin à l'intérieur. Cette fois, la clé est restée dans ma main. J'adorerais savoir à quoi ressemble le prochain chapitre d'Ava selon vous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez ce soir. Je lis absolument tous les commentaires. Nous avons tellement d'autres histoires comme celle-ci qui vous attendent. Alors, abonnez-vous et ne manquez aucun moment. Continuons ce voyage ensemble. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.